La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai trouvé un guide de survie pour 2026 dans une vieille librairie. J'ai trouvé ce guide dans une librairie qui fermait ses portes. La plupart des livres étaient soldés de 50 à 75%, même les vieux ouvrages reliés en cuir, habituellement très chers, qui étaient conservés derrière une vitrine au fond du magasin. Je n'étais pas entré dans la boutique avec un livre particulier en tête. Je voulais simplement parcourir les rayons et acheter quelques livres avec les $20 que j'avais réservés pour l'occasion. J'ai parcouru les rayons les uns après les autres, tirant, inspectant et remettant en place plusieurs volumes. Rien de très intéressant que je n'avais déjà lu, possédé ou prévu d'acheter d'une autre manière, plus avantageuse. Il y avait d'autres clients, la plupart semblant être des lecteurs occasionnels ou des étudiants de première année. Il y a une université non loin de la librairie. Le propriétaire du magasin et son assistant étaient visiblement très mélancoliques. Alors je leur ai souri chaleureusement à mon arrivée et j'ai fait en sorte de ne pas croiser leur chemin. Je suis très mauvais pour consoler les gens, et j'ai pensé que ma fréquentation assidue du magasin serait préférable à tous les mots maladroits que je pourrais leur offrir. J'ai fait plusieurs fois le tour de la boutique, qui n'était pas très grande, avant de finalement choisir quelques recueils d'histoires d'horreur. Machen, Blackwood, Lovecraft, Bierce Stoker, et quelques livres sur la mythologie et le mysticisme orientaux. Satisfait de mes achats, je me dirigeais vers les caisses à l'avant du magasin, mais je me suis arrêté net lorsque j'ai vu l'assistant sortir un chariot sur lequel se trouvaient des livres particulièrement anciens, tous affichant une réduction de 90%. Immédiatement attiré par la remise, je lui ai demandé si je pouvais jeter un coup d'œil aux livres, ce qu'il m'a volontiers accordé. Il m'a laissé le chariot et s'est dirigé vers un groupe de clients dans une allée. La plupart étaient des premières ou des deuxièmes éditions d'ouvrages d'auteurs qui ne m'intéressaient pas beaucoup, mais dont la valeur était incontestable, et j'ai regretté que leur propriétaire n'ait pas les moyens ou le temps de les vendre à un prix plus approprié. Mes yeux ont parcouru les dos flétris et déformés, lisant les titres avec une appréciation littéraire désinvolte, mais ne trouvant rien qui corresponde à mes intérêts quelque peu spécifiques, j'ai abandonné. C'est au moment où j'avais presque quitté le chariot que je l'ai repéré, sur la deuxième étagère en acier. C'était un livre qui semblait extrêmement ancien, recouvert de poussière, avec des lettres effacées et ternes sur le dos. Je l'ai retiré avec précaution, afin que la rangée dans laquelle il se trouvait ne vacille pas. Le livre était de taille moyenne, mais étrangement lourd, et comme je l'avais initialement remarqué, il était beaucoup plus ancien que ses compagnons reliés en cuir. Après avoir épousseté la couverture, j'ai été très surpris de voir que le titre était « Comment survivre à l'épreuve de 2026 ». Une fois débarrassé de sa couche cendrée, le lettrage brillait faiblement d'un éclat doré et était écrit dans une pseudo-cursive qui coulait magnifiquement sur la couverture cramoisie délavée. Il n'y avait aucun autre dessin ou marque sur le livre, ni à l'avant ni à l'arrière. Seulement ce titre bizarre, dont le message semblait impossible compte tenu de l'âge évident du livre. Aucun auteur n'était mentionné, ce qui m'a immédiatement donné l'impression que le livre lui-même était une sorte de blague, un objet conçu pour paraître très ancien. Une nouveauté qui aurait certainement remporté un franc succès auprès des jeunes lecteurs si le magasin avait eu le temps de le commercialiser. Je ne doutais pas que d'autres exemplaires se trouvaient dans une boîte quelque part dans le magasin, sans jamais être vendus comme prévu. J'étais sur le point d'ouvrir le livre,
où je m'attendais à trouver des messages contemporains appropriés d'espoir, de foi, de détermination et de pensée positive, mais formulés de manière archaïque, dans un style anachronique. Mais avant que je puisse ouvrir ce guide savamment vieilli, j'ai ressenti un soudain pressentiment. Une vague et sinistre prémonition qui non seulement a arrêté ma main, mais l'a éloignée de la surface du livre. Sans y penser consciemment, j'avais retiré ma main de la couverture et pourtant, cette impulsion avait été immédiate et incontestable. Une peur s'était emparée de moi, grandissant jusqu'à devenir une véritable angoisse, et j'ai envisagé de jeter sans ménagement le livre dans le chariot et de partir. Mais une autre impulsion, tout aussi puissante, m'a poussé non seulement à garder le livre, mais aussi à l'acheter. Je suis resté là un moment, et l'appréhension sinistre qui m'avait envahi l'esprit s'est dissipée, laissant place à une curiosité morbide, sinon savante. J'ai ajouté le livre à mon panier, et j'ai apporté mes achats à la caisse. À ma grande surprise, la somme totale ne s'élevait qu'à 17 $, et j'ai joyeusement mis la monnaie dans le pot de pourboire à la caisse. Le propriétaire m'a remercié chaleureusement, comme si j'avais mis le double de la somme que j'avais apportée, et m'a souhaité une bonne année. Je lui ai rendu son salut, et j'ai quitté le magasin, agréablement encombré de nouveaux livres. C'était une belle journée, froide mais pas désagréable, et le soleil brillait de mille feux. J'ai décidé de m'asseoir dans un café voisin pour lire, plutôt que de rentrer chez moi dans mon appartement étouffant pour faire la même chose. J'ai marché sur le trottoir en réfléchissant au livre par lequel commencer. Avec le recul, je pense maintenant que j'avais toujours prévu de lire le livre le plus étrange en premier. Ce guide que je croyais être un faux, une blague de librairie. Si j'avais lu autre chose, j'aurais peut-être évité l'horreur qui naissait des pages de ce tome vraiment décrépit et sinistre. Je me suis assis à une table près de la fenêtre pour profiter au maximum de la lumière du soleil, et j'ai commandé une tasse de thé Earl Grey, un cookie à l'avoine fraîchement sorti du four, un seul car ils étaient assez gros, et j'ai posé le contenu de mon sac sur la table. J'ai fait semblant d'examiner chaque livre, mais mon esprit avait déjà choisi le guide de survie de 2026. J'ai empilé les autres livres à ma gauche, libéré un espace à ma droite pour ma nourriture et ma boisson, et placé le livre juste devant moi. Pendant un court laps de temps qui s'était écoulé, j'avais oublié le sentiment intense d'appréhension qui m'avait envahi lorsque j'avais envisagé pour la première fois d'ouvrir ce livre. Lorsque j'ai tendu la main vers la couverture cramoisie, ce sentiment est revenu, mais dans une moindre mesure. Cette fois-ci, cependant, la curiosité l'a emporté, et j'ai surmonté cette sensation dérangeante pour ouvrir doucement le livre. J'ai été surpris de ce que j'ai vu dès la première page. Il y avait des lignes et des lignes de minuscules runes étranges, écrites dans une écriture qui semblait totalement étrangère au langage humain. L'écriture était faite à l'encre rouge foncée. Je suis sûr que ces lettres n'avaient pas été imprimées mécaniquement. Elles étaient de couleur rouge sang qui contrastait avec le papier épais et jauni par le temps. L'espacement, la disposition et l'écriture étaient impeccables. Même si j'étais certain qu'une main, d'une nature quelconque, avait écrit ces mots, j'étais néanmoins émerveillé par la calligraphie irréprochable de l'auteur. Mes yeux parcoururent plusieurs fois cette première page, mais je ne parvins pas à comprendre ce qu'elle disait. Je la tournai donc et découvris à nouveau une langue totalement incompréhensible. Il n'y avait aucun indice ni aucune piste quant à la signification des mots, et après avoir feuilleté le livre jusqu'à la fin, je ne trouvais aucun code qui m'aurait permis de les déchiffrer. J'ai feuilleté les pages au hasard, ne trouvant que cette langue étrange et incompréhensible, écrite de manière magnifique, mais inquiétante, sur les pages jaunies. Ma commande est arrivée et j'ai mis le livre de côté, ne voulant pas le tâcher, car malgré son âge, il était en bon état à l'intérieur. Mon examen minutieux et infructueux de son contenu m'avait complètement fait changer d'avis sur sa nature. J'avais abandonné ma conviction quant à sa duplicité littéraire.
Il était impossible que quiconque, et certainement pas un petit libraire, ait déployé les efforts nécessaires pour créer une telle chose dans le seul but d'innover. La langue, bien qu'illisible, semblait être une langue inhumaine, d'une manière inexprimable. La couleur et le toucher des pages étaient impossibles à distinguer de ceux d'autres livres incroyablement anciens, et l'odeur était tout aussi authentique. Je mangeais et buvais, absorbé dans mes pensées, sans penser ni au livre ni à sa langue énigmatique, mais agacé par une impression indéfinissable que le livre m'avait laissée. Une sensation similaire, bien que beaucoup moins dérangeante, pourrait être l'appréhension que l'on ressent enfant le jour où les bulletins scolaires sont envoyés par la poste, confiant que vos notes ne sont pas catastrophiques, mais craignant néanmoins qu'une note imprévue ou mal calculée n'apparaisse et ne provoque la colère de vos parents. Je me sentais en sécurité pour le moment, mais j'avais le sentiment que certaines actions, ou certaines connaissances que j'allais acquérir plus tard, m'exposeraient à un danger terrible, mais imprévisible. Une fois mon repas terminé, je me suis replongé dans le livre, déterminé cette fois-ci à découvrir un sens ou un message caché dans son contenu jusqu'alors impénétrable. Les minutes ont passé. J'ai fini mon thé et j'en ai commandé un autre, cette fois-ci à base de citronnelle, d'agrumes et de gingembre entre autres, et j'ai vraiment parcouru les pages. Mais mes efforts étaient vains. Les pages ne révélaient rien, quelle que soit l'interprétation que j'essayais d'y trouver. J'étais sur le point d'abandonner lorsqu'une femme est entrée dans le café et est immédiatement passée devant ma table que j'avais choisie en raison de sa proximité avec des fenêtres à l'avant. Elle a jeté un coup d'œil vers le bas et, timide de nature, j'ai détourné le regard. Mes yeux se sont posés sur les pages et pendant un instant bref mais éclairant, j'ai trouvé un sens aux mots. Rien que je puisse vraiment reproduire dans mes propres pensées et mon propre langage, mais il y avait aussi eu pendant un instant une lueur de lisibilité. Instinctivement, grâce à un instinct que je ne comprenais pas, mon attention s'est reportée sur la femme, qui arborait soudain une expression mêlée de confusion et d'intérêt intense. Croisant mon regard, elle m'a demandé ce que je lisais, et j'ai admis que je n'en étais pas tout à fait sûr. J'ai remarqué le logo sur le sac en plastique qu'elle portait, et lui ai fait remarquer que j'avais acheté le livre dans la même librairie, mais qu'il était écrit dans une langue qui m'était totalement inconnue. Sa curiosité piquée, elle a jeté un coup d'œil à la chaise à côté de moi, et j'ai hoché la tête, lui donnant la permission de se joindre à moi. Un employé du café est venu prendre sa commande, et une fois que j'ai eu fini, j'ai glissé le livre vers elle, afin qu'elle puisse le lire confortablement. Au début, j'ai observé son visage tandis que ses yeux parcouraient les pages. La confusion et l'excitation illuminaient ses yeux verts, et sa bouche tremblait, comme si les lèvres essayaient de suivre la lecture, mais n'avaient aucune base sur laquelle former les mots illisibles. Après quelques secondes, elle a soupiré vaincue. J'ai ri, commentant ma propre incapacité à déchiffrer un seul mot de ce livre. Ce n'est qu'après avoir jeté un coup d'œil au livre que la sensation soudaine de savoir lire m'est revenue. Pendant un instant, mes yeux et les siens se sont posés sur la même ligne. Et j'ai réalisé, à la fois avec excitation et horreur, que l'écriture était lisible lorsqu'elle était regardée par deux personnes. Elle devait avoir compris la même chose car elle se tourna vers moi, les yeux écarquillés, exprimant les mêmes émotions que celles que j'avais ressenties. Nous ne nous sommes rien dit, mais ma main a involontairement tourné les pages jusqu'à atteindre le début du livre, et mon index s'est posé sur la première ligne. Dès que nos yeux se sont posés sur ce premier mot, il s'est transformé, passant d'un texte étranger à un texte en français, ou à une interprétation qui nous était compréhensible. Je ne peux pas affirmer avec certitude qu'il s'agissait réellement de français sur la page. Mon esprit était bouleversé à cette idée. Le concept que le texte n'était lisible que par deux lecteurs, ou par une personne possédant 4 yeux, au moins 4. Découvrir le secret de cette barrière autrefois infranchissable était passionnant,
source de fierté, et pourtant j'avais le sentiment d'être enfin arrivé à ce moment que j'avais auparavant redouté et trouvé inquiétant. J'ai réprimé mentalement la terreur qui montait en moi, et même physiquement, en buvant quelques gorgées de thé, et une fois qu'elle eut fait de même, nous avons commencé à lire le livre apparemment illisible. L'énigme s'est dévoilée sous nos yeux. Les mots se sont déplacés, se sont reformés, et se sont défaits comme par un sens cryptographique inné en nous. La compréhension est venue immédiatement, comme si nous lisions un livre ordinaire. Nous avons lu en tandem, suivant sans effort les lignes du texte, sans que l'un de nous ne prenne de retard ou ne devance l'autre. Nos yeux et nos esprits étaient liés, nos pensées fusionnées dans une sorte d'hypercognition jusque-là inconnue. Nous avons lu comme un seul être, interprété comme un seul être, pensé comme un seul être, et la sensation était absolument incroyable, bien que totalement indescriptible, du moins dans la langue avec laquelle je vous parle. Les pages défilaient, et je suis sûr que nous devions paraître très étranges aux yeux des spectateurs. Nos têtes se touchaient presque, nos yeux bougeaient au même rythme, comme s'ils étaient chorégraphiés. En moins de 15 minutes, nous étions arrivés au milieu de ce livre épais, et à ce moment-là, j'avais senti le retour infatigable de cette horreur monstrueuse. Ce que nous avions lu jusqu'à présent était cauchemardesque, inimitable, et bien que nos yeux aient facilement discerné les mots et que notre esprit en ait clairement compris le sens, nos bouches humaines étaient malheureusement incapables de vocaliser ce texte ultra étrange. Cela m'a demandé un effort considérable, mais j'ai détourné les yeux des mots, qui ont immédiatement repris leur disposition et leurs formes impénétrables dans le coin de mon œil. Ma partenaire de lecture soupira, le visage marqué par l'épuisement et la terreur. Je jetai un coup d'œil autour de moi, non pas pour voir si nous étions observés, mais simplement pour détourner mon regard de ce livre effrayant pendant un moment. Personne ne semblait avoir remarqué notre étrange fascination. Je me tournai vers elle et vis que des larmes commençaient à se former dans ses yeux. Je sentais un déluge similaire monter dans mes propres yeux, mais j'essayais de le retenir, ne serait-ce que pour lui paraître calme et serein. Les choses que nous avions lues, les choses que le livre avait prédites, étaient épouvantables. Des choses qu'aucun être humain, aussi noir soit-il, ne souhaiterait jamais à l'espèce à laquelle il appartient, le seul monde qu'il connaisse comme étant son foyer. Et il restait encore la moitié du livre à lire. Elle regarda le livre, puis me regarda. Ses yeux étaient embués de larmes. La lumière, autrefois vive, était ternie par une terreur puissante et irrépressible. Malgré mes propres sentiments, je désirais presque ardemment tout simplement continuer de lire le reste de ce livre sombre et prémonitoire. Mais à chaque page, l'horreur qui y était décrite s'intensifiait, s'aggravait, et je savais que cette tendance se poursuivrait à chaque page suivante. Cédant à sa demande tacite, je refermai le livre et le posai sur une table à côté de moi. Elle sourit et me fit un signe de tête empreint d'une gratitude presque spirituelle dans sa ferveur. Ensemble, en silence, nous avons fini notre thé. Nos esprits luttant tous deux pour concilier les prédictions abyssales de ce livre sinistre avec la relative normalité de notre monde actuel. Témoignage de l'étrange irréalité ou de l'hyper-réalité effrayante de l'événement, j'ai décerné un éclat de lumière cramoisi provenant du livre. Mon cœur sembla se contracter de manière irréversible, ma poitrine se serra et s'échauffa, lorsque je réalisai que cette ligne lumineuse était un marque-page surnaturel, indiquant l'endroit où nous nous étions arrêtés. Je n'en fis pas part à ma partenaire, qui avait retrouvé un peu de son sang-froid et de sa raison. Au lieu de ça, cachant autant que possible ma détresse, je rangeai mes affaires et laissai ce livre maléfique sur une chaise glissée sous la table. Je ne répéterai pas en détail ce que j'ai lu. Je n'imposerai à personne les prophéties horribles, les incidents diaboliques, les afflictions cosmiques hostiles à la race humaine décrites dans ces pages sanglantes. Je me contenterai de donner cette instruction,
cet avertissement, et je prierai pour qu'il suffise à nous préparer à la tempête qui s'annonce, si l'on en croit ce livre. Cette femme et moi, dont je suis désormais l'ami, comme le sont souvent les personnes qui ont partagé un incident traumatisant, avions besoin de lire ce livre ensemble pour en déchiffrer le contenu abominable. De même, si nous voulons survivre à l'année à venir, 2006, nous, l'humanité, tout entière, devons nous unir intellectuellement, émotionnellement, voire spirituellement, sans quoi nous ne pourrons espérer combattre les horreurs qui s'abattront sur nous depuis les confins inexplorés de l'espace sidéral, qui émergeront des profondeurs en fusion de notre propre planète et qui, très probablement, surgiront de nos propres rangs prétendument humains. Notre force doit être collective.